Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des Blue Zones. Donc, je ne sais pas s'il y a entre vous quelqu'un qui a déjà pu entendre des Blue Zones. Mais bon, je les présente. En fait, c'est 5 zones dans le monde qui enregistrent les plus hauts taux des ultracentenaires. En fait, dans cette région, ces 5 régions, on trouve beaucoup de ultracentenaires. Donc, on va dire que c'est les zones les plus longèves de la planète. Pourquoi elle s'appelle Bleu? Parce que ce monsieur qui s'appelle Gianni Pes, c'est un médecin sarde, donc lui-même, il cherchait euh, tout bêtement, c'est un peu noir peut-être, mais bon, dans, dans les cimetières, il s'amusait à aller voir les dates des morts, en fait, des personnes décédées, et il voyait en fait qu'il y avait certains village, surtout dans la partie centrale. Vous voyez ici sur la gauche de la Sardaigne, il y avait beaucoup des outre-centenaires. Donc, en fait, il s'est demandé pourquoi. Il a commencé à enregistrer les zones avec le stylo bleu, la bic. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle Blue Zone, tout simplement. Et donc, en fait, lui, il se présente à un congrès international de longévité à Montpellier en 1999 et il rencontre un autre médecin qui était un monsieur qui s'occupait surtout des statistiques et épidémiologie, qui s'appelait Michel Poulain. Et donc, les deux, en fait, ils disaient, mais tu sais quoi, on peut utiliser un algorithme, justement une formule, pour trouver statistiquement où est-ce que se trouvent ces zones et on va bien les repérer. Et après, donc, c'est arrivé l'intérêt du journal National Geographic avec surtout le journaliste Dan Batner qui a fait une chose très, pas très statistique, mais quand même très intéressante, nourrie par sa curiosité. En fait, il est parti intervister les gens au niveau en fait mondial dans les 5 régions où on a trouvé beaucoup plus de centenaires pour comprendre les secrets de la longévité. Et tout ça, ça a été en fait mis en parallèle. Donc ça, c'était, si vous voulez, la partie divulgation à travers National Geographic. Et après, il y a eu la partie vraiment scientifique, de développement à travers des études qui, voilà, ils donnent de la solidité à ce qu'on a trouvé par rapport aux différents liens entre la nourriture, le mode de vie, la religion, la façon de bouger. Et effectivement, tout ça a été validé par des travaux scientifiques en corrélation avec différentes universités, entre autres avec l'université italienne de Cagliari. Euh, je pense que c'est Cagliari, il me semble, ou oui, et l'université, il y a différents en fait par rapport vous voyez, c'est Michel Paulin, c'est le Vin, donc la Belgique. Non, l'université, c'est de Sassari, pardon, c'est notre ville sarde. Donc, euh, donc, tout ça pour dire que c'est pas quelque chose qu'on a trouvé facilement, a été bien étudié. Et finalement, comme je vous ai dit, le journaliste de National Geographic a aussi écrit un livre. On en parlera à la fin, mais il y a aussi une très jolie série sur Netflix où on peut justement trouver les résumés de chaque Blue Zone et de voir pourquoi chaque Blue Zone a justement ses peculiarités parce que on va dire que lui, il a trouvé dans les Blue Zones les 9 éléments qui permettent la longévité et il a résumé en fait dans toute cette petite pyramide à gauche qu'on verra ensemble, entre autres, appartenir à une tribu. On va dire appartenir à une famille, une société ou avec un village, donc des amis, de l'entourage qui a plus ou moins la même vision de la vie, manger d'une certaine façon à prévalence végétale, avoir quand même de la bienveillance et savoir étendre un peu le système et se mettre au repos et bouger naturellement. Donc, avoir quand même un mode de vie qui ce soit tous les jours très active. Hop.
Donc, lui, comme je vous ai dit, en fait, le journaliste d'Ambat, c'est celui que vous voyez ici, c'est un travail d'une vie. Hein. Donc, ici, vous le voyez avec différentes populations à différents moments de sa vie. Là, désormais, il a un certain âge lui aussi. Mais bon, il est parti avec des journalistes, des photographes. Et donc, il a interviewé les centenaires pour comprendre les secrets. Et donc, on commence avec la première, que c'est la Sardaigne. Donc, c'est la partie surtout centrale de la Sardaigne. Et ce qu'il a repéré, c'était que c'était surtout des bergers. En fait, c'était des messieurs qui, pendant toute leur vie, ils avaient promené oh mon Dieu, ils avaient promené les brebis, partout, en fait. C'était leur travail, c'était ça, de sortir avec les brebis tous les jours. Donc, un berger, normalement, autrefois, donc c'est important de comprendre une chose très importante à dire, qu'on parle des personnes qui sont centenaires au jour d'aujourd'hui, donc maintenant, mais qui, bien évidemment, ils ont vécu il y a 100 ans. Donc, on ne peut pas, malheureusement, trouver le même mot de vie, sinon quelque chose qui est resté un peu comme séquelle, comme mot de vie de chaque bluesole. Mais on va dire que ça, c'est l'analyse rétrospective de la vie d'un centenaire d'aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il faut comprendre peut-être une de guerre, la famine, donc des événements que là, aujourd'hui, nous, on ne comprend pas et on vivra jamais. J'espère, on est toujours un peu aux limites, mais on va dire que probablement on va pas vivre. Donc, un berger sarde grimpe tous les jours 5-6 heures. Et on verra que ça, c'est un élément qu'on trouve souvent, l'effet de grimper, de vivre avec des altitudes différentes. Parce que tous les jours, en fait, se promener, utiliser les jambes pour faire des étages fait si qu'on utilise des groupes musculaires assez vastes, comme les fessiers, comme les quadriceps et tout ça. Et tout ça, c'est un élément de longévité très importante au niveau métabolique. Parce que je pense que je vous le répète souvent en consultation, quand on utilise le muscle, on va utiliser les systèmes insuline-glycémie. Donc, quand on bouge, la glycémie, elle se régule toute seule parce que c'est le seul moyen pour pouvoir bouger les fibres musculaires, c'est à travers l'activité physique ou sinon à travers le pancréas qui produit l'insuline. Donc, c'est vrai que si vous avez une voiture qui a des pistons qui sont tout belles, propres, qu'on utilise tous les jours, ben, facilement, elle va mieux marcher. Tandis que si en fait on a une voiture qui est toute pleine d'huile et qu'elle ne marche pas, eh ben, bien évidemment, on va créer les bases de l'insulinorésistance, de l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, du foie gras. Donc, c'est ça, en fait, une partie très importante pour la santé cardiovasculaire, c'est les mouvements, surtout des gros groupes musculaires. Donc, c'est clair que quand on a une activité comme celle d'un berger sarde, on va une dépense très importante, que ce soit la marche, grimper. Donc, on voit que des alternatives, on en a aussi dans nos jours. Hein. C'est pas non plus qu'on doit absolument grimper le Faron tous les jours, hein. Mais voilà, on peut faire du jardinage, on peut jouer à golf. Jouer à golf, ça demande, c'est pas tout le monde, moi personnellement je l'aime pas, mais ça demande en fait de marcher pendant 3-4 heures. Voyez, donc le mode de vie offert du jardinage, jardinage c'est hardcore, on le verra dans la blouson d'Okinawa où tout le monde fait du jardinage, parce que quand on commence à faire du jardinage, que ce soit le printemps ou maintenant pour les rendre propres, c'est intense. Donc, la vie d'un centenaire sarde, c'était un peu ça. Donc, c'est important de comprendre, comme je vous disais, en fait, de voir de façon rétrospective qu'est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il a fait, quel travail il a fait. Donc, c'est un peu compliqué quand on pense que déjà, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé mardi, vous ne le savez pas. Donc, c'est clair que essayer de trouver en fait les dominateurs
commun en fait de tous les ultracentenaires. C'était un travail énorme, mais qui a été fait et donc nous, justement, on peut en profiter. Donc, pour la plupart des bergers, des ultracentenaires sardes, on voit des communs dénominateurs au niveau de la nourriture. C'est une alimentation à prévalence végétale. Ça, on le verra, c'est pour tous les zones bleues où il y a des féculents constitués surtout des sémules, du blé et des haricots, des légumineuses, des fruits et des légumes des jardins, de l'huile d'olive, un peu de fromage, les pecorino, vous savez, c'est typique de la Sardaigne, et de la viande uniquement pendant les vacances dans des situations vraiment exceptionnelles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alimentation à prévalence végétale. Donc ici, on retrouve un peu de laitage, du lait des chèvres. Donc bien évidemment, par rapport au laitage qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est du lait des chèvres qui ont été dans la nature, qui ont mangé de l'herbe. Donc c'est rien, ça n'a rien à voir malheureusement avec les laitages et la qualité des laitages qu'on a au jour d'aujourd'hui. Le deuxième point très important pour la vie en Sardaigne des ultracentenaires, c'est les supports sociaux. Donc, la famille avant tout. Donc, ça, c'est un peu un cliché, un peu de la vie en Italie, mais je pense que, voilà, les aussi d'autres sociétés, on le verra aussi, par exemple, dans l'Amérique du Sud. Mais voilà, la famiglia, comme on dit en italien, est très importante. C'est la base, en fait, de notre société, je pense un peu plus de ce que j'aperçois ici en France. De toute manière, dans la famille, chaque membre compte sur les autres personnes. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que même un vieux, on va dire âgé, une personne âgée, mieux, a quand même son rôle. C'est qui doit se présenter le matin pour soigner les petits-enfants, pour le soutien familial, pour organiser la vie des familles, pour organiser les repas, pour aller faire les courses. Donc, c'est vrai que si les personnes ont une tâche, on va voir qu'il y a beaucoup moins de risques de dépression, des risques suicidaires. Je vous rappelle que la solitude tue plus que la cigarette, hein. Donc, c'est très important pour nous, mais, pour notre futur, mais aussi pour les personnes chères qu'on a à côté de nous, de se sentir part d'un système. Bien évidemment, comme on le disait tout à l'heure avec Lucie, c'est clair que ça ne doit pas être des familles toxiques, hein, parce que dans ces cas-là, bien évidemment, alors, vaut mieux prendre un peu les distances. Donc, comme on dit souvent, on a un peu des choix à faire. Mais quand on peut, quand on a une famille et qu'on s'entend bien et que tout le monde, en fait, met de soi-même, quelque chose, en fait, de soi-même, irait mieux, justement, faire participer de la vie les personnes âgées, parce que ça donne, en fait, un sentiment d'appartenance qui est soi-même, ça donne du sens à la vie. Et c'est pour ça qu'on célèbre les personnes âgées, justement, point de vue en fait de la sagesse, parce que tout ce qu'ils ont vécu sont capables justement de le comment dire, pas de transporter, de les faire comprendre aussi aux autres, pour donner du soutien financier, pour donner du soutien social et, comme on dit, dans l'organisation. Et de l'autre côté, vice-versa aussi pour surveiller la santé des personnes défavorisées et âgées. Donc, on disait, au niveau d'activité, c'est très importante la marche. La marche, donc, c'est pas des gens, bien évidemment, les ultracentenaires qui ont connu Basic Fit, hein. Donc, c'est des personnes qui ont été dans la nature. Alors, déjà, soi-même, la nature, on le verra, mais soi-même, la nature est réparatrice. Donc, toujours s'entourer dans un environnement naturel permet justement de soulager au niveau du système parasympathique. Vous savez que notre système nerveux est constitué de deux éléments. Le système sympathique, c'est celui qui s'active dans les conditions de stress, dans les conditions de péri.
Et notre monde, pour autant, on n'est pas affronté à des dinosaures, des bêtes, à des famines, mais pourtant, on est tout le temps dans une situation de stress qu'on va appeler chronique. Donc, la contrebalance des systèmes sympathiques, il s'appelle les systèmes parasympathiques, et les systèmes parasympathiques va être justement bien activés grâce à la respiration. Donc, l'importance de bien respirer, de faire des respirations profondes, diaphragmatiques, c'est la partie expiratoire qui est entraînée par les parasympathiques. Donc, c'est pour ça qu'on fait, vous l'avez fait peut-être tout à l'heure avec la leçon de yoga, on fait beaucoup de breath work, donc de travail avec la respiration. Et la nature soi-même donne cette activation parasympathique. Donc, quelque chose à appliquer de tout ce discours, je pense, c'est vraiment essayer tous les jours de se reconnecter à la nature. Alors, je ne dis pas d'arriver, comme le font beaucoup, d'embrasser les arbres, mais pourquoi pas? Mais en tout cas, si on a l'occasion ici, donc justement, on habite dans un endroit qui est magnifique, pourquoi pas aller au bord de mer ou aller dans les jardins, regarder nos fleurs ou voir tout simplement la nature qui est là maintenant en train de mourir entre guillemets, de se rechanger. Donc ça, c'est important. La connexion avec l'activité physique dans la nature. En particularité, c'est les vins rouges sardes parce que cette raisin est très riche des flavonoïdes. Alors là, je suis toujours partagée quand je présente les données en fait par rapport au vin et au raisin parce que bien évidemment, le raisin, c'est très bien. Le raisin rouge, en plus, c'est vraiment plein d'antioxydants, donc très protecteur. Les vins soi-même inséré dans un contexte actuel, je vous rappelle que c'est un cancérogène, donc je ne peux pas non plus promouvoir une attitude alcoolique. Ceci dit, on le verra souvent dans les blue zones. Il y a toujours un peu d'alcool pour le partage. Bien évidemment, quand il y a très peu d'alcool inséré dans un contexte ultra sain, il est quand même quelque chose qui est toléré. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, je vous répète, on n'a pas des quantités minimales d'alcool qui est considérée comme raisonnable. Donc, attention. Mais je vous fais passer quand même le message que les raisins rouges est très riche d'antiflavonoïdes. Donc, si vous voulez vraiment manger du raisin. Après, donc, une partie de la journée d'un berger sarde, c'est voilà, de promener avec les animaux et avec les troupeaux et revenir et retrouver justement les amis. Donc, retrouver un peu d'humour, retrouver un peu de réconnexion avec des personnes qui peut-être font le même métier, mais il y a beaucoup de partage et ce qu'on appelle vraiment la fin de la journée, des détentes. Chose qu'aujourd'hui, on n'a pas parce qu'on travaille 8 heures, on revient, douche, devoir, cuisine, refaire la cuisine, voilà, et on recommence pour le lendemain. Donc, le mode de vie d'aujourd'hui, c'est assez stressogène. Je pense que tôt ou tard, on va se planter. Ben, on le voit déjà parce que vous, la quantité de burn-out qu'on enregistre et des dépressions et d'épuisement au surménage professionnel. Attention, le surménage peut être aussi familial. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment, il faut qu'on apporte aussi dans nos journées, hein. Ouais, moi, parfois, je me demande pourquoi on travaille autant, hein. Où est-ce qu'elle est en train d'aller notre société pour apporter autant de demandes de production et de surconsommation. Donc, en tout ça, je mets les liens avec l'atelier Lucie qu'on a fait avec Marie Quéru, en fait, de changer les rapports à l'objet. On n'a pas besoin d'acheter euh, continuellement, en fait. C'est la publicité qui nous demande d'acheter pour être heureux. Mais finalement, on achète les téléphones, on achète le sac et tout ça, mais on n'est pas heureux, en fait. C'est pas l'objet qui fait la différence dans notre situation émotionnelle. Par contre, c'est vrai, l'argent en quantité minimale fait la différence dans l'essence. Ça nous assure l'accès à des soins, l'accès à de la bonne nourriture, l'accès à un toit. Donc,
bien évidemment, je ne dis pas que l'argent ne compte pas hein, dans la santé psychologique, mentale et spirituelle de la personne, mais c'est pas tout ça en fait. On est vraiment dans le monde en fait du paraître et peu de l'être, mais j'y compte beaucoup en fait d'essayer quand même de mettre un peu des graines tous les jours sous l'effet de la surconsommation. Là, par exemple, je viens de demander un devis pour remettre à neuf mon vélo. Eh bien, ça coûte. Ça coûte, mais je m'oblige à ne pas racheter un autre vélo. J'adhère pas à cette situation, en fait, de dire, bon, elle va plus, en fait, il y a de la rouille, et les freins, il faut les changer. Donc, oui, tu sais quoi, bon, je me l'achète à nouveau. Non, en fait, adhérer à continuer à racheter, à investir de l'argent dans d'autres choses, à surpolluer aussi la planète. Donc, je suis en train de divaguer, donc je me rate un peu de la situation un peu de la Sardaigne, sinon on va pas terminer. Voilà, on fait les tours du monde, on va vers Okinawa. Donc, je ne sais pas si vous savez où c'est Okinawa. En tout cas, c'était une petite île vraiment dans la mer chinoise. Au niveau nature, malheureusement, elle est bien sujette en fait à des typhons, à des tempêtes. Donc, c'est vraiment une île qui est pas très, comment dire, gâtée au niveau du temps. Mais par contre, on a retrouvé justement dans cette île beaucoup d'autres centenaires. Donc, on part du Japon, hein. C'est dans la mer chinoise, mais c'est du Japon. Donc, un des éléments très importants qui est commun dans les centenaires japonais, c'est l'ikigai. Ikigai, donc on a fait aussi un atelier sur ça. L'ikigai, c'est le pourquoi on se réveille le matin. Donc, quand on se réveille les matins, il faudrait qu'il y en ait en fait un but, qu'il y en ait une raison pour laquelle en fait on sort des couettes et on se lève et on dit oui, je me lève parce que je suis un être humain et je veux faire cette chose dans la vie. Et si on a la perte de but, ça a un effet énorme sur la mortalité. C'est pour ça que parfois c'est très important de vraiment considérer la valeur on donne au travail, mais aussi à d'autres valeurs qui sont importantes pour nous, comme le partage, comme la bienveillance, comme l'écologie. Donc chacun a ses valeurs. Et c'est très important que le pourquoi on se lève les matins correspond à nos valeurs principaux. Donc avec Valérie Jourdan, on a fait souvent le travail des trois valeurs principaux parce que c'est très important que notre mode de vie soit aligné avec nos valeurs. Autrement, il y a la maladie. Autrement, il y a quelque chose qui va coincer. Si ma valeur en fait principale dans la vie, c'est l'écologie, je ne peux pas aller travailler avec du gasoil tous les jours et faire 120 km en voiture. Je suis contre, en fait. Il y a quelque chose qui coince. Vous voyez? Donc, c'est très important de s'interroger où est-ce que je me trouve par rapport à mes valeurs. Et c'est sentir nécessaire, comme on l'a dit, on l'a retrouvé pour le berger Sardes. C'est important parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui compte sur nous. Euh, Par rapport au régime, on voit encore beaucoup de végétaux. En particulier, dans la situation japonaise, il y a presque chaque centenaire avait son jardin. Donc, non seulement ça donne la possibilité de cultiver ses propres fruits et légumes, mais aussi il faut l'entretenir, hein. Il y a beaucoup de travail à garder un jardin. Après, il y a rarement de la viande, encore une fois. C'est vraiment dans les situations vraiment festives. Et il y a beaucoup de tofu, ça fait partie de la culture japonaise. On verra tout à l'heure qu'est-ce que c'est le tofu. Et comme céréales, c'est féculent, c'est le riz. Une autre chose très importante que je répète souvent aussi en consultation, c'est s'élever des tables avec l'arashibu. En fait, l'arashibu, c'est une phrase inspirée de Confucius. Ça veut dire s'élever des tables quand l'estomac est rempli au 80%. Donc, c'est éviter d'être trop plein. Déjà, il faut savoir qu'ils mangent par terre, les Japonais, hein, et les centenaires en tout cas, hein. Donc, voilà, il faut physiquement, en fait, s'élever des tables, donc des parterres, s'élever.
mais aussi éviter de sortir des tables avec l'estomac qui est trop plein. Toujours avoir quand même les 20% qui est dégagé, libéré. Parce que justement, ils disent que c'est les 20% en plus qui amènent chez les médecins. Donc, ils ont en fait cette paraphrase en fait de la Arashibou. Et c'est important donc, parce que c'est un élément qu'on retrouve. Comme on l'a dit, donc chacun a son potager. Donc, c'est une activité physique, encore une fois, qui est dans le contexte inséré dans la nature, donc réduit les stress. Et ça permet justement déjà, il faut le suivre en potager, hein, parce que si on le laisse partir, voilà, on n'a plus rien. Et des deux, ça permet justement constamment d'avoir ses propres légumes. Les tofu, il est très intéressant. Moi, je pense que j'essaie d'en parler à tout le monde. Les tofu, c'est très intéressant parce que même si ça fait pas partie de notre tradition occidentale, euh, au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup des choix par rapport à ça. Il y a la marque Taifan dans les supermarchés bio qui est déjà assaisonnée. Donc, c'est des haricots de soja qui ont été caillés. Donc, c'est comme un fromage. Mais si on le goûte comme ça, et c'est de rien en fait. Et on doit prendre le goût pour l'assaisonner. On doit l'assaisonner avec la sauce soja, avec le curry, avec la tomate, avec le pesto. Et donc, en s'y faisant, on a une source des protéines avec une facilité de digestion incroyable. Donc, surtout pour qui doit être encore opéré, sachez que dans les post-op, le tofu, ça va être excellent source de protéines parce qu'il y a peu de fibres, ça digère très bien et c'est complet au niveau des protéines. On a fait pendant l'alimentation végétale, le TP de l'alimentation végétale, la différence entre aminoacides essentiels et non essentiels. Et bien, les tofu contiennent tous les aminoacides essentiels que le corps tout seul n'est pas capable de produire. En plus, il a un effet protecteur. Donc, souvent, on dit que la population orientale n'avait pas certains types de cancers, entre autres le cancer du sein et de la prostate pour les hommes. Pourquoi? Parce que les phytoestrogènes contenus en fait dans les tofu ont un effet protecteur par rapport au cancer hormonodépendant. OK? Après, donc, il y a cette histoire de la pomme de terre violette, qui est on va dire que c'était la raison pour laquelle il y a eu beaucoup de morts pendant la famine après la Deuxième Guerre mondiale. Mais qui s'est sauvé? C'est sauvé grâce aux patates douces violettes qu'on retrouve aussi aujourd'hui chez nous. Après, au niveau social, il y a ce qu'on appelle les moaïs. Les moaïs, c'est vraiment le social network qu'elles ont surtout les femmes euh, parce que ça donne en fait, c'est des groupes de support. Elles se retrouvent souvent dans l'après-midi vers 16 heures pour boire du thé ou du saké. Donc, encore une fois, on trouve un peu d'alcool. Mais en fait, chaque femme sait qu'elle peut compter point de vue financière, social, spirituel, sanitaire sur les autres. Et même si elles n'ont pas envie, elles savent qu'à 16 heures dans l'après-midi, elles ont rendez-vous avec les autres. Et s'il y a un qui reste veuve, les autres vont la soutenir et vice-versa, même au niveau économique. Donc, c'est vrai que si on se sent épaulé et soutenu, bien évidemment, on sait pourquoi tous les jours on doit s'élever parce que les autres, en fait, elles comptent sur nous. Alors, on retrouve souvent les Blue Zones sont souvent dans des régions très ensoleillées. Donc, ici, vraiment, on est bien placé pour parler des soleils. Pourquoi le soleil est très important? Pour la production de vitamine D, pour l'effet sur l'humeur, pour l'effet sur l'ostéoporose et pour l'effet au niveau cardiovasculaire. Donc, voilà, raisonnablement, bien évidemment, on sait que le soleil a quand même ses risques de cancer de la peau, mais on a quand même les écrans solaires, on a les filtres, donc on peut s'exposer. Donc, exposer, ça ne veut pas dire faire les lézards à la plage. S'exposer, ça veut dire vivre à l'extérieur, vivre le plus possible à vélo, bouger à pied, aller faire ses courses à pied, bien évidemment, aller randonner, aller à la plage, marcher dans l'eau. Donc, tout est possible
en mouvement, en activité. Et effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les maisons japonaises, surtout des ultra-centenaires, elles sont tout basées avec peu de mobilier, peu de canapés, etc. C'est surtout les tatamis, ça s'appelle, hein, les tapis par terre. Donc, imaginez, je ne sais pas, votre grand-père, etc., tous les jours, au moins 30 fois, s'élever des terres. Des- Donc, il faut entretenir en fait le muscle en fait pour faire cet effort physique déjà d'équilibre et musculaire pour tous les jours s'asseoir, manger, s'élever. Donc, ça, c'est un exercice justement qui aide, entre autres, à maintenir active. Après, il y a une très grande tradition japonaise sur tout ce qui est la partie médicinale des plantes. Ça s'appelle le kampo. Et effectivement, on a vu qu'il y a des herbes qui ont un intérêt particulier dans la santé, entre autres, par exemple, l'artémisia ou par exemple le curcuma ou le gingembre ont tous des effets ou antihypertensifs ou anti-inflammatoires. Donc, c'est vrai que même si on a la tendance en vieillissant à augmenter notre tension artérielle, mais on verra aussi pour les Grecs, pour l'île d'Icaria, euh, on a tout le temps en fait la tradition de boire des tisanes, des infusions avec des herbes qui ont un effet bénéfique dans ce sens-là. Bien évidemment, on peut vieillir, mais on a quand même la protection faite grâce aux herbes. Et après, je pense qu'il y a un élément qui est très important, est-il génétique, est-il appris par la vie, par les râteaux dans la figure, I don't know, c'est to be positive, être positive. Donc, essayez toujours de maintenir le regard positif dans la vie. Alors, ça, je pense que c'est l'entraînement d'une vie, hein, dans le sens voir, comme on dit, le verre à la moitié pleine, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire. C'est vrai que quand on voit les histoires horribles qu'ont eu ces centenaires, qui ont perdu leur enfant pendant la guerre, qui ont vécu la famine, qu'elles n'avaient rien à manger, et malgré tout, elles sont tout le temps en fait à vivre le présent et être concentrées, avoir les regards vers le futur et pas dans la nostalgie du passé. Donc ça, c'est la résilience, la capacité justement d'avancer. Et j'estime que cette capacité est vraiment très peu présente au jour d'aujourd'hui parce qu'on a un peu basculé. On a, on a peu de certitude. Entre autres, on le verra, la partie spirituelle qui est très importante. Et donc, on passe à Loma Linda. Donc, Loma Linda, c'est en espagnol, mais c'est la Californie. Vous savez qu'il y a beaucoup de noms espagnols en Californie pour la projeter au Mexico. Donc, Loma Linda, c'est une ville en Californie, pas loin de San Francisco. En fait, c'est Los Angeles, pardon. Vous le voyez ici sur l'image. Et en fait, c'est la région où ils habitent beaucoup de personnes de la religion des Adventistes du septième jour. Donc, les Adventistes du septième jour, c'est une communauté qui était, comment dire, établie par Ellen White. C'est cette dame qui était prêtre, qui était une théologue, qui a écrit des écrits pour l'Église très importante, pour la religion catholique, bien évidemment, on estime encore maintenant, hein, qu'on lit encore maintenant. Et en fait, quelle est la différence, juste point de vue en fait d'information, les adventistes du septième jour, ils croient que Jésus reviendra pour nous sauver du mal, et ils font le Shabbat comme les Juifs. Donc le samedi, en fait, il y a une pause de 24 heures de pause de travail avec le temps de partage avec les autres adventistes. Et donc, c'est quoi la différence? Pourquoi on parle de religion et lifestyle? Parce que la religion soi-même, le capitaine que vous voyez ici, c'est un des trois fondateurs. Ça s'appelle Joseph Bates. Et en fait, c'était un capitaine d'un bateau.
d'un bateau commercial. Et déjà, lui, en fait, dans son bateau, il disait, en fait, je veux pas boire, je ne veux pas voir boire de l'alcool, fumer du tabac, manger de la viande. Et voilà, il estimait que la santé de l'être humain devait être respectée avec beaucoup de discipline. Et donc, lui, il a importé un peu ce concept de respect du corps dans leur religion. Et en fait, ils disent que le corps est le temple de l'Esprit Saint et que Dieu communique à travers nos corps. Donc, bien évidemment, la mise en avance du respect du propre corps, c'est vraiment une partie très importante de la religion. Et donc, ils disent, healthiness is next to godliness. Ça veut dire être en forme, c'est être proche de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est un message central de la religion adventiste, c'est vraiment soigner son corps. Et après, comme on disait, il y a ce break hebdomadaire qui s'est fait tous les samedis, où, bien évidemment, il y a la prière, il y a le temps de la foi, où on invite les gens à être dans la nature, à construire des relations et à partager, en fait, des moments en communauté avec la famille. Et ça diminue, en fait, les stress. Avoir ce break de 24 heures, ça coupe vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, le système sympathique pour justement activer les parasympathiques. Donc, quand on a ces moments de 24 heures où il y a, par exemple, pas d'écran, euh, qui bien évidemment est croyant, va à l'église ou à la messe, qu'on partage du temps avec nos proches, qu'on mange bien, on fait du sport, on va dans la nature. Déjà, ça, en fait, ça, ça peut quand même, de quelque façon, éviter le cumul de stress parce qu'on a le cumul des 6 jours, après, stop, repos. Et là, au jour d'aujourd'hui, en fait, souvent, on travaille 7 sur 7, on est tout le temps, en fait, très activé. Pour ce qui concerne les rôles de Harvey Kellogg, alors il faut savoir que Ellen White, quand elle a en fait fondé sa communauté, elle a bien pensé comme on l'a dit, que la santé avait une priorité qui était primordiale dans la religion. Et donc, elle a dit, je veux aussi que quelqu'un de la communauté aille faire des études de médecine parce que je veux qu'il y ait vraiment un médecin derrière tout ça. Et bien, ces médecins étaient justement avec elle, qui après, donc, il est revenu dans la communauté, il a apporté tout, en fait, ses connaissances scientifiques. Ils ont créé un hôpital spécifique pour les croyants des adventistes. Et ils commençaient à préparer aussi et à proposer des solutions pour les repas. Et c'est comme ça qu'on a eu en fait l'invention de cornflakes parce que pour lui, en fait, c'était une bonne façon pour commencer la journée. Donc, il a commencé à proposer les cornflakes, la granola. Entre autres, c'est lui qui a proposé d'inventer comme le taureau mécanique, mais il faisait avec un cheval. Donc, justement, pour activer l'activité physique dans les résidents, en fait, dans les patients de la clinique. Donc, voilà la petite histoire. Pourquoi, sans rentrer dans le détail scientifique de ce travail scientifique ici affiché, pourquoi moi j'aime bien cette communauté? Parce que par rapport aux autres, comme on l'a dit, Ellen White, elle a voulu son hôpital, sa clinique. Cette clinique est devenue une université, donc c'est l'université de Loma Linda. Et l'université de Loma Linda a énormément développé toutes les recherches scientifiques par rapport à leur communauté et à leur outre-centenaire. Donc, en fait, on a vraiment des études scientifiques assez puissantes au niveau statistique pour dire effectivement, si on fait comme ça, si on mange comme ça, si on vit comme ça, on a un résultat au niveau scientifique qui est important à suivre. Donc, c'est pour ça que je trouve que pour quelqu'un qui a un esprit cartésien, bien évidemment, c'est très intéressant aller interviewer les autres centenaires dans les 5 côtés du monde, mais celle-ci, ça donne vraiment un apport scientifique très intéressant. Et donc, comme on l'a vu en fait pour les autres communautés, on a l'exercice physique qui est régulier et demandé par la religion. Donc, voilà, s'ils veulent justement être des bons croyantes,
Et il faut vraiment faire de l'activité physique régulière. Il suffit de bouger, de marcher, de faire de l'activité tous les jours. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup, ils ont des organisations assez, assez importantes pour faire du sport à tous les âges. Donc, on voit très bien, à tous les âges, on a du sport, des possibilités de faire du sport. Et encore une fois, c'est l'effet de partager une mentalité ensemble. C'est très important parce que quand ils se retrouvent, qui célèbrent Shabbat, le samedi, bien évidemment, ils se retrouvent entre autres avec des personnes voilà, qui partagent la même mentalité. Bien évidemment, ils ne mangent pas ou très peu de viande, donc quand ils se retrouvent ensemble, ils vont manger tous de la même façon. Donc c'est un point très important de dire, je vais m'entourer des personnes qui la pensent comme moi, parce qu'ils vont faire, ils vont pas faire du barbecue, ils vont pas boire du vin, parce que tout le monde, en fait, agisse de la même façon. Et ça, c'est très important justement de se sentir entouré et de partager les mêmes valeurs avec d'autres personnes. Un point très important aussi pour les adventistes de 7e jour, c'est les partages. Les partages dans le sens bénévolat et donner quelque chose en arrière, de se sentir en fait dans le besoin d'aider les prochains. Et quand on va voir leur alimentation, comme vous voyez, presque les trois quarts, non, les trois quarts du camembert ici, c'est constitué en fait des végétaux, des légumes, soja, fruits et végétaux. Il y a très peu d'apport de laitage, des céréales, très, 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 très peu de viande et les fruits secs à coque, comme on le verra. Vous voyez, 1% des aliments qui contiennent du sucre, 1% du poisson, 1% de eggs, c'est les œufs. Donc, vous voyez comme l'alimentation est vraiment fortement végétale comme dans les autres blue zones. Et en particulier, donc ici, on a vraiment le rapport scientifique avec le fruit à coque, comme les noix, les noisettes, et ils ont vraiment un intérêt métabolique très important. La consommation des fruits secs, oui, vous me direz, oui, c'est gras, effectivement, c'est des bons gras. Et effectivement, quand on mange à prévalence végétale, on a besoin de consommer ces gras parce qu'ils sont riches à un gras polyinsaturé qui ont un intérêt justement pour la protection cardiovasculaire et pour éviter le surpoids. Boire de l'eau, donc l'eau est aussi essentielle. On va dire que souvent, quand on retrouve des eaux un peu dures, calciques sont elles-mêmes une façon de prendre la quantité de calcium nécessaire plutôt que de le trouver dans les laitages. On peut bien évidemment le trouver dans les aliments végétaux, comme on l'a dit, les fruits secs et les oléagineux. Les sésames, je vous rappelle, la pâte des sésames, la tahine, contiennent énormément de calcium, donc on n'est pas nécessairement obligé de manger des laitages pour avoir le calcium. On a des légumes qui contiennent le calcium, comme tout ce qui est à feuilles vertes. Les oléagineux, entre autres les sésames, beaucoup. Et on a aussi les œufs durs. Et on arrive au Costa Rica. Moi, j'ai fait une petite pause pour boire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions jusqu'à présent? Bonjour. Je voulais savoir, Bonjour. j'avais entendu dire que le fait qu'on a un intestin long chez les humains, ça indiquait on devait avoir une majorité d'alimentation justement végétale. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, exactement. Ça a un lien. Entre autres, il y a aussi cette explication, effectivement. Oui, pour avoir vraiment la Hmm. possibilité de manger plutôt des végétaux. Parce que, voilà, la plupart de notre intestin est constitué justement pour soutenir une alimentation à prévalence végétale. Mm. Et deuxième question, je ne sais pas si vous avez des données là-dessus. J'ai également entendu dire que les fruits et légumes qu'on mangeait à notre époque, du fait que les terres étaient surexploitées, faisaient que les apports en minéraux et autres étaient faibles par rapport à des fruits qui étaient produits il y a 50 ans. Est-ce que 20%. 20%, ouais.
Parce que oui, nécessaire, mais c'est passionné. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Autrefois, en fait, on faisait des cultivations, on faisait pousser, je ne sais pas, n'importe quoi, hein, du maïs, du blé, pause, 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 un an de pause, un an de pause, un an de pause, maïs, blé, haricots. Vous voyez, donc il y avait ce qu'on appelle la tournation, en fait, des terres, parce que justement, il fallait attendre qu'elles s'enrichissent pour développer, justement, pour donner des oligoéléments et des microéléments nécessaires pour les aliments. Et là, on surexploite le peu de terre qui nous reste, hein, et donc, effectivement, ça appauvrit les quantités des microéléments, donc ça devient un peu moins intéressant, effectivement. Ok. Et la dernière question aussi sur une autre information que j'avais eue, c'est soi-disant les cancers étaient principalement produits pour ceux qui vivaient au niveau de la mer, tandis que ceux qui étaient en altitude en avaient très peu du fait qu'ils étaient peu exposés à l'oxygène. Ça, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas cette notion. Apparemment, ils expliquaient que l'oxygène attaquant les cellules, euh, au niveau de la mer où l'oxygène est plus riche, eh ben, le taux de cancer était plus important et apparemment ceux qui étaient en altitude, vu qu'il y avait moins d'oxygène dans l'air, faisait qu'ils étaient moins exposés et que ça faisait partie d'une des formes de cancer là, euh, qui était liée au taux d'oxygène apparemment. Alors, je pense pas qu'on pense vraiment de taux d'oxygène, mais taux d'oxydation qui est différente. L'oxydation, donc, c'est l'effet d'abîmer ses propres cellules, mais c'est pas la même chose que respirer l'oxygène, hein. Donc, c'est deux choses différentes. Oui, mais enfin, peut-être que je m'exprime mal, mais c'est vraiment l'oxygène oxydant justement tout ce qui est OK. cellules, poumons et compagnie. Étant donné qu'il serait en taux plus important au niveau de la mer, ben, donc le corps était plus attaqué, tandis qu'en altitude, c'était pas le cas. Enfin, c'est ce que J'ai aucune notion de ça. Désolée. Je sais pas vous ok. répondre. Et juste, apparemment, vu que vous êtes intéressé à tout ce qui est écologie et autres, je vous conseille de lire Gunther Pauli. Gunther? Gunther Pauli, Pauli. Ah, OK. Pour Euh, quelle raison alors, Monsieur Poissonnier? ben, vous parliez tout à l'heure d'écologie où les gens généralement ont tendance à avoir un comportement d'écologie punitive dans le sens je vais me priver de ci, je vais me priver de ça, etc. Tandis Mhm. que, lui, il a plus une approche de l'écologie où, comment expliquer ça? Il fait ce qu'il appelle du judo avec les problèmes écologiques, c'est-à-dire que par exemple, le CO2, qui est la bête noire des écologistes, ben, lui, il voit pas ça comme un problème, il voit ça comme une ressource et avec ça, il fait pousser ben, des algues. Les algues, il va pas faire pousser n'importe quelle algue, il va faire pousser celles avec lesquelles on fait de la spiruline. Et la OK. spiruline, étant donné que ben, c'est vendable, ça permet de financer un projet et puis derrière comment dire, d'absorber du CO2 en produisant quelque chose qui justement est riche en éléments nutritifs et autres. Et, euh, Mhm. et ça permet, en fait, il a une approche de l'écologie beaucoup plus, on va dire, positive et il ne voit pas un problème comme un problème, mais comme une façon soit de créer une nouvelle solution, une nouvelle technique, une nouvelle technologie, et ensuite il utilise la problématique là, comme une ressource en fait. Oui, je pense que voilà, il faut quand même trouver, comme on l'a dit tout à l'heure, la résilience, de trouver quand même la façon de essayer d'avancer. De l'autre côté, il faut quand même être sollicité par des comportements qui sont dangereux. Entre autres, voilà, la possibilité de diminuer la production d'impact carbone de 17% si notre alimentation devient à prévalence végétale, de choisir des moyens de transport plus écologiques. Donc, je pense que tout le monde doit faire voilà, son propre ses propres petits gestes. Mais après, oui, Bah, disons que le bonhomme, par rapport à ce que vous dites, cale sur Euh, co- ça correspond sur la vue, ben, j'ai un problème, c'est pas la fin du monde, je vais avoir un esprit de résilience et un esprit positif sur comment je vais transformer mon problème en une ouais. opportunité.
Et après, bah, là, le coût des algues là que j'expliquais, bah, il utilisait un problème écologique pour en faire une ressource d'alimentation qui Mhm. justement, là où il y a des pertes de nutritifs dans les Nutriments, oui. légumineuses, de nutriments dans les légumineuses et autres, eh ben, là, en fait, ça a apporté justement des vitamines qu'on trouve de moins en moins dans les carottes, par exemple. Et, euh, Mhm. et ça, apparemment, la spiruline, dans justement tout ce qui est pays asiatiques et autres, ils en mangent pas mal. Bon, après, il faut dire que les Japonais mangent beaucoup d'algues au point que, de ce que j'en ai compris, tout ce qui est métabolique chez eux a changé pour digérer justement tout le iode qui est contenu dans les algues. Et, euh, Mhm. et donc, la spiruline, il expliquait que c'était un élément bonus un peu de ces zones bleues. Et lui, il a combiné deux sujets qui ont en premier lieu rien à voir. Et il a réussi à trouver une solution qui topait sur tous les tableaux, quoi. Ok, bon, merci, très intéressant à comprendre. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, je vais reprendre la présentation et on refait à nouveau le passage de tour du monde. On arrive au Costa Rica, à l'île de Nicoya. Ça s'appelle Nicoya, je pense que ça se prononce. Donc, on est juste au milieu de la mer, au passage Amérique centrale et en particulier la, la, la Costa Rica, donc la région de Nicoya, c'est vraiment la partie vraiment la presqu'île que vous voyez ici sur le haut, sur la gauche. Donc encore une fois, on voit un environnement plutôt isolé. Et l'origine, en fait, pour comprendre la longévité en fait, de cette région, il faut vraiment repartir des Indiens qui habitaient cette région, les Corotega, parce que c'est vraiment à partir, bien évidemment, avant l'arrivée des Espagnols, ils vivaient essentiellement de la culture en fait du maïs. Et donc, encore une fois, rebondir l'intérêt de l'alimentation végétale, parce que voilà, même s'il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de l'autre côté la capacité de cultiver du maïs, des légumes et des fruits et surtout, une partie très importante de la longévité de cette région, c'est le maïs qui est traité avec, pour faire les tapas, je pense qu'il s'appelle tapas. Il faut nacos. Il faut le traiter avec du lime et qui augmente le contenu du calcium, par exemple. Donc, ça fait un aliment qui est très intéressant parce que ça diminue le mauvais cholestérol. Et on a dit, en fait, calcium, voire diminution du risque de fracture, etc. Ostéoporose, etc. Et aussi, quand on voit les camemberts de l'alimentation, c'est un peu contradictoire, le camembert dans l'alimentation végétale, mais bon. C'est la moitié, encore une fois, c'est plus que la moitié, c'est vraiment constitué d'aliments végétaux, hein. Et encore une fois, on trouve l'ikigai qui en espagnol, par contre, s'appelle plan de vida. Donc, la raison pour laquelle on se réveille les matins et le but, en fait, c'est très profond et nécessaire pour le bien-être. Encore une fois, on retrouve l'eau dure. Et comme on l'a vu en Sardaigne, l'importance, en fait, de la famille. La famille, qui ils disent, en fait, ceux qui honorent leurs parents sont récompensés par Dieu. Donc, c'est vrai que si les centenaires, en fait, ils vivent avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc, ça donne, en fait, comme vous voyez ici, quand on a quatre, cinq générations une après l'autre, du sens de la vie. Et encore une fois, on a les réseaux sociaux, les social networks, parce que même si c'est une région tout petite, bien évidemment, ils sont pas tout proches l'un des autres. Donc, quand on dit, on va dire, en fait, on va faire un petit coucou à nos voisins, ça veut dire faire 1 heure de marche pour aller dire bonjour. Donc, c'est une autre raison pour apprécier le mouvement et passer un bon moment avec les autres, passer du temps dans la nature, rigoler ensemble. Et encore une fois, c'est le travail intense.
parce que le travail que la plupart des centenaires ont fait, c'était voilà, dans les cultivations et donc c'est des travaux qui ont quand même beaucoup d'intensité physique. Encore une fois, on retrouve le soleil, le sunshine, et on arrive à Ikaria, qui c'est l'île de la mer en face à la Turquie. En fait, c'est grec, mais c'est en face de la Turquie, c'est plus proche à la Turquie. Et c'est une île, encore une fois, très intéressante parce que elle aussi, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale et elle est légendaire parce qu'on dit en fait qu'on retrouve dans l'Odyssée, on retrouve le vent qui est produit par Ulysse et il est produit à Icaria. Donc, c'est une petite île grecque, comme vous voyez, c'est assez typique avec les toits bleus, les maisons blanches et la Méditerranée autour. Encore une fois, quand on va voir qu'est-ce qu'ils mangent, ben, alors il faut savoir déjà qu'ils se lèvent assez tard, ils petit déjeunent et on a un déjeuner assez important, mais le dîner est frugal. Et quand on va voir, il y a un peu plus de poissons par rapport aux autres blue zones, mais on voit qu'il y a beaucoup de légumineuses, de légumes, des pommes de terre, un peu de lait des chèvres. Donc, encore une fois, parce que, il y a une partie des centenaires qui sont des bergers. Donc, il y a les laitages, c'est que des chèvres, en fait, qui pâturent dans la montagne. Donc, c'est une île, comme on l'avait vu dans l'image précédente, elle est en pente. Donc, voyez, on retrouve encore des dénominateurs sous le fait que si on bouge et on marche tout le temps faisant de l'altitude, bien évidemment, on va solliciter encore une fois les muscles. Et les dîners frugales qui peut être constitués du pain, du lait de brebis et surtout des infusions. Donc, par exemple, vous voyez les pissenlits, qui est une partie très importante des infusions, des tisanes et de la partie médicale avec les herbes. On voit que soi-même, elle limite l'hypertension. Et encore une fois, on retrouve l'importance du régime méditerranéen parce qu'est est constitué vraiment avec très peu des viandes et des produits laitiers, mais qui est constitué pour la plupart des végétaux. Et bien évidemment, la caractéristique essentielle, comme on l'a vu aussi en Sardaigne, c'est la graisse par l'huile d'olive. Donc, on a dit bouger naturellement, donc grimper, faire des kilomètres, si on a un jardin, un potager, et ici, il faut vraiment faire du travail. Et une caractéristique de cette région, c'est la sieste. Comme on l'a dit, donc, il se lève assez tard, il travaille jusqu'à 1 heure, il travaillait. Donc, c'est mieux utiliser le passé parce qu'on a des centenaires maintenant qui ont vécu il y a 5 ans, 50 ans, en fait, leur vie on va dire, adulte. Et voilà. Et après, donc, il y a toujours la sieste et on travaille encore un peu l'après-midi. Après, on se retrouve avec les amis pour partager justement la journée, pour boire un verre de vin. Elle est très connue, Caria, aussi pour le vin. Mais la sieste protège. Si on a tout le temps, comme souvent arrive maintenant, qu'on a des dettes du sommeil pérennes à cause en fait de nos vies nocturnes, des écrans, parce qu'on rentre tard, après il y a Netflix, et c'est une observation que j'entends souvent. Oui, mais docteur, mais finalement, si je rentre tard, je me couche, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu en fait ma journée. Oui, mais bon, le fait, c'est que la partie un peu à mettre en évidence, c'est que la journée, c'est pas non plus voir Netflix si on veut être complètement honnête. Donc, c'est vraiment trouver le but en fait de la vie, entre autres choses que passer la soirée sur le canapé à regarder Netflix. Mais en tout cas, si effectivement il y a une dette du sommeil, c'est très intéressant faire des petites siestes, ce qu'on appelle en anglais le power nap. Donc ça veut dire se reposer, même ne serait que 10 minutes, hein, mais déjà baisser un peu le stress pendant 10 minutes. Ça permet justement, même au niveau
neuronale et neurologique, faire si que le repos soit rafraîchissant et de repartir à nouveau justement avec un peu d'élan. Et après, la chose intéressante, c'est encore une fois la religion, parce que pour la religion orthodoxe, il y a 2 jours par semaine où on jeûne. Le jeûne fait que ça permet de manger seulement une partie de la journée, mais des produits d'origine végétale, seulement végétale, donc pas de laitage, pas de viande, pas de poisson. Donc finalement, on jeûne la moitié de l'année. Il y a un accès limité aux produits d'origine animale. Et l'élément connexion aussi ici est très développé. Pour vraiment par rapport à d'autres zones, ici il y a beaucoup de fêtes, des moments de convivialité, des partages et des dîners. Et donc, c'est une partie encore très importante, c'est de trouver la communauté, de trouver le partage. En fait, une péculiarité, c'est que dans le patois grec, il n'existe pas le mot être toute seule. Donc, c'est vraiment, pour eux, c'est tellement normal d'être tout le temps en compagnie, d'être tout le temps avec quelqu'un. Donc, bien, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà la notion que la vie moyenne s'est prolongée. En France, on a environ en moyenne 82 ans pour les hommes, 84 pour les femmes. Mais ce qui fait la différence, c'est healthy life years. Ça veut dire que même si la quantité, les nombres d'années se prolongent, il faut voir comment elles sont vécues, hein, et avec quelle qualité. Et ça, c'est les statistiques italiennes, mais ça représente aussi celles françaises, les françaises. Vous voyez, comme dans la deuxième partie, quand on voit la qualité de vie, donc l'évaluation de la qualité de vie, vous voyez comme elle descend. Dans la deuxième 15 ans, en fait, la qualité de vie est beaucoup diminuée, tandis que l'espérance de vie continue à augmenter. Donc, en fait, dites simplement, donc on continue à augmenter la possibilité grâce aussi aux médicaments, aux interventions, etc., de prolonger notre vie, mais c'est pas des bonnes années de vie en fait, parce que souvent elles sont liées à des handicaps. Donc ça, c'est quelque chose justement qu'on doit s'interroger par rapport à qu'est-ce qu'on veut en fait dans notre vie. Est-ce que effectivement ça vaut la peine de vivre 15 ans dans une situation d'handicap sévère avec les proches ou vivre dans une maison de retraite, dans une maison en fait d'un EHPAD. Et ça, il faut le faire en avance. Le jour pour commencer, c'est aujourd'hui. On ne va pas attendre justement d'avoir des fractures ou des AVC pour être dans la situation, en fait, avoir une espérance de vie longève, mais avec une qualité de vie qui est pourrissime. Donc, c'est pour ça que l'importance d'intégrer les 9 éléments dont je viens de vous parler, ça commence d'aujourd'hui. Donc, c'est déjà tard. Désolée, hein, je ne veux pas être négative. Je veux être, je veux essayer de basculer un peu les changements et de dire, effectivement, il y a 9 points sur lesquels on peut travailler et ça vaut la peine justement de les intégrer petit à petit selon ce qui est la plus facile pour nous et après arriver aux autres 9. Donc, bouger naturellement, avoir un pourquoi on se lève le matin, donc on a dit l'ikigai, avoir la possibilité à la fin de la journée de laisser descendre les taux de stress pour éviter justement qu'elles soient chroniques assez néfastes. Les stress chroniques, c'est néfaste. On l'a dit souvent, c'est cause elle-même. Lui-même, il est cause de reprise de poids, hein. Donc, c'est pas que la nourriture le problème, c'est toujours le stress aussi associé, hein. La règle de 80%, donc c'est lever des tables quand on a l'estomac qui n'est pas complètement plein. Manger surtout végétal. On a cette wine at 5 o'clock. Donc, je vous pose mes limites personnelles et scientifiques. Mais voilà, si ça fait partie justement d'un processus justement pour faire la fin de la journée, pour trouver un moment de partage, de convivialité, pourquoi pas?
trouver le partage, donc créer sa propre blue zone. Bien évidemment, mettre les personnes qu'on aime devant tout. C'est important de mettre la famille qu'on aime, hein, bien évidemment, et avoir cette sensation l'esprit, la spiritualité à développer. Donc, comment créer sa propre boson? Alors, attention, la première chose, c'est bouger naturellement. Ça veut dire que c'est très néfaste à partir d'un certain âge, les chutes sont très néfastes. Donc, il faut vraiment entretenir l'activité physique, entretenir surtout l'équilibre, comme vous peut-être vous l'avez fait avant avec la leçon de yoga. Donc, toujours exercer l'équilibre. Moi, je me permets toujours de suggérer, par exemple, de se brosser les dents, alternant les pieds, donc étant donné sur un pied d'équilibre ou un ou l'autre, et en changeant aussi la main, et donc mettons la main non dominante. Donc mettre en fait des difficultés et tous les jours chercher à faire des petits défis pour entraîner son propre équilibre. Après, donc, on a dit, travailler sur la règle de 80%, donc sous la sensation de faim et de rassasiement. J'espère qu'on a fait avec tout d'entre vous, le patient, le travail sur la reconnexion avec les sensations alimentaires, avec la faim et le rassasiement, donc on puisse remettre sur la faim et le rassasiement l'accès à la nourriture. Donc, quand on se sent, donc ça veut dire manger en pleine conscience, bien évidemment, on ne peut pas sentir les 80% du rassasiement si on est en train de faire autre chose, si on est en train de compléter notre tableau Excel sur l'ordinateur, en train de regarder la télé. Ça, c'est impossible. Donc, ça demande en fait d'avoir quand même une alimentation en pleine conscience. Manger plus végétal, là, je vous ai mis en fait une partie de la Genèse en italien, je m'excuse. C'est en fait où Dieu dit en fait, je vous donnerai tous les graines qui permettra à la terre de faire tous les fruits et les arbres, et tous les graines en fait seront votre nourriture. Donc, c'est important de comprendre que déjà dans la terre, on a tout. Bientôt, vous verrez, il y a une vidéo que j'ai faite euh, pour justement pour les TP sur l'alimentation végétale. Je vous accompagne à faire des courses et vous verrez, je vous explique comme déjà soi-même l'alimentation végétale permet de satisfaire tous les besoins nutritionnels si on sait comment le faire, si on sait comment composer l'assiette. Donc, on n'a pas vraiment besoin de manger beaucoup de viande, de poisson, s'éloigner de cette idée hyper protéinée qu'on doit consommer de la viande, des charcuteries, etc. Mais qu'on retrouve quand même la puissance de l'alimentation végétale qui contient déjà tout et très bien faite, sauf la B12. Et donc, on rebondit, justement, la consommation de viande doit être limitée parce que ça diminue en fait l'espérance de vie, la consommation d'alcool, d'alcool aussi, de viande. Donc, ça, je vous ai mis une étude scientifique qui le démontre. Trouver son but dans la vie, donc pourquoi on se lève le matin. Donc, ça demande quand même un peu une analyse personnelle. euh, de voir comment faire justement une analyse et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour voir nos valeurs. Est-ce que la vie qu'on conduit aujourd'hui est associée justement à pourquoi on se lève le matin? Ça, c'est très important. Encore une fois, donc, downshift, ça veut dire pourquoi les soirs, on rentre et on se retrouve dans un contexte justement de vivre un peu plus doucement. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance, oui, de la base économique pour laquelle on se sent protégé, avec la certitude de l'accès aux soins, à l'alimentation, la certitude d'être protégé des intempéries, etc. Mais aussi éviter d'être entraîné dans cette mentalité de la surconsommation et essayer, très importante, très difficile à atteindre, de trouver cet équilibre entre la vie de travail et le temps libre, le temps dédié à la famille, au partage et au loisir.
Comme on l'a dit, construire les sentiments d'appartenance, donc sélectionner un peu notre petite blue zone, d'avoir entre nous des personnes, que ce soit à travers la religion, à travers les intérêts, mais d'avoir quand même l'appartenance à d'une société, à un groupe, ça, on l'a vu être un des éléments les plus importants pour la longévité, aussi comme attendre la participation au culte, hein. On n'est pas en train de parler des religions, mais on a vu en fait avec des études scientifiques que l'effet de participer au culte, d'aller à la fonction religieuse et tout ça, ça permet justement de diminuer les risques de mort de 30%. Pourquoi? Parce que ça permet justement déjà quelqu'un qui a quand même une vie spirituelle de s'éloigner, par exemple, des comportements à risque, comme ça peut être justement le tabac, l'alcool, ou de se mettre un peu en danger. Et déjà, la participation au culte, c'est vraiment une des moyens qu'on a pour activer les systèmes parasympathiques qu'on disait tout à l'heure. Déjà, passer 1 heure à la messe ou dans des autres fonctions religieuses permet justement d'apaiser son esprit, d'apaiser son âme et aussi vraiment de régler les niveaux, pardon, de stress. Et on a dit aussi la famille. Donc, c'est compliqué, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi des relations qui sont toxiques, mais on va essayer quand même de créer notre famille et d'avoir quand même ce lien entre générationnel si on peut le construire. Parce on a vu en fait qu'il y a un lien justement sur la survie. Donc, construire notre tribu et rester les plus ensemble possible quand on peut construire la famille qu'on souhaite et partager les moments justement ensemble, parce que la solitude, on l'a dit, c'est très néfaste et elle est beaucoup plus dangereuse que la cigarette. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment à vous de comprendre dans quel sens prendre un peu les 9 piliers des Blue Zones et voir comment intégrer. Je suis ouverte à comprendre qu'est-ce que c'est possible pour vous. Je vous rappelle aussi la série de Netflix, si vous ne l'avez pas vue. En fait, ça s'appelle 100 ans de plénitude. Et, et voilà, je suis prête à vos questions si vous en avez ou si vous voulez, si vous avez des petites idées sur où commencer en fait à intégrer les projets Blue Zone dans votre propre vie personnelle.